Audio Jungle. Audio Jungle. KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, deux équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Qui avait été faite avant l'arrivée du président Félix Tshisekedi. Alors je vais vous inviter d'aller sur l'avenue Bokassa et me montrer l'île de Poule parce que nous sommes allés au-delà des attentes des Quinoises et Quinois. On a mis du béton comme Maman Zouzou Mbombo l'avait fait à l'époque sur l'avenue Kassavoubou et cette avenue continue à exister jusqu'à aujourd'hui. L'avenue de l'université, même s'il y a eu éboulement à Livoulou, mais cette avenue avait déjà été attribuée à quelqu'un qui avait touché 5 500 000 $ américains. Et vous vous rappelez encore le gouverneur de l'époque, que je salue en passant, quand il avait dit, mais Mbokozan a chance de Liboulou Zengele. Vous avez oublié ça? Mais à cet endroit-là, Félix a mis du béton pour qu'il n'y ait plus de Liboulou Zengele. Et cette avenue est totalement réhabilitée jusqu'à la chapelle de l'université de Kinshasa. Mais je peux vous citer des milliers, l'avenue du commerce est totalement bétonnée aujourd'hui. Quand nous prenons à Kinsuka ici, il y a de nouvelles avenues, même l'avenue Koutou, l'avenue de l'école totalement réhabilitée, le saute-mouton qui sera inauguré le 30 janvier pour votre information, parce que c'est attendu par les Quinoises et les Quinois. On peut vous parler aussi des routes de l'intérieur du pays. Il n'y avait pas Kinshasa, il y avait OVD et Office de route. Soit dit en passant, les directeurs de l'OVD général, le directeur général de l'office de route était associé et à la conception et à la réalisation. On s'en compte, réveiller on s'en compte des entreprises publiques de l'État qui étaient considérées déjà comme des canards boiteux. Où les agents étaient payés. Question d'abord au niveau du décaissement, c'est-à-dire les taux de réalisation. Financière, c'est 64%. C'est-à-dire, c'est 64% de ces 400 millions qui avaient été débloqués chaque jour. Mais au niveau, vous prenez de l'argent. Et si vous en doutez, allez au ministère des Budgets, au ministère des Finances, vous verrez qu'il y a des papiers qui traînent là-bas, des impayés, des gens qui ont terminé. Nous avons fait 119 écoles à travers le pays, plus de 45 centres de santé. En moins d'une année, dites-moi. Des marchés de gré à gré.
Marché pour la de gré à plupart, gré, je pense qu'on n'a pas suivi. qui règle une certaine opacité aussi. Ce que j'aime bien chez nous, au Congo, et que nous devons, c'est une sorte d'antivaleur que nous devons combattre aussi, c'est que quand quelqu'un sur la toile écrit quelque chose, même un journaliste de renom comme Thierry Ambagoul est incapable de dire que est-ce que je peux vérifier? Monsieur Kamer est quand même là, vous êtes accessible à Monsieur Mais Kamer. on vérifie, mais, mais les documents, il y a du mal à avoir accès à l'information auprès de vous. Attendez. Vous avez les documents de l'office de route, il est là. Je vais vous les donner à la fin. Vous avez l'OVD là, je vais vous donner à la fin. Et tout ça se trouve en ligne. Et donc, de gré à gré, ça n'existe pas. Ce sont des marchés qui existaient, et je l'ai dit au début de cette émission, sous le président Kabila. Les écoles, ce sont les écoles que le ministre Matata avait commencé, que nous sommes venus terminer pour les îles. Elles étaient presque terminées, d'autres à moitié terminées. Moi, je suis un homme sincère. Et d'autres n'avaient jamais connu un début d'exécution. L'hôpital de Manono, un grand hôpital, mais il était presque à la fin. Nous n'allons pas dire que c'est l'œuvre à 100% du président Félix Tshisekedi. Tout n'est pas 100 jours alors. C'est 100 jours, puisque quand vous venez, c'est comme ça que c'est ça qu'on construit un pays. Joseph Kabila a posé sa brique, le président Félix Tshisekedi vient poser sa brique, mais chacun avec sa touche. Je suis d'accord au nom de la continuité de l'État. Les journalistes que nous sommes sont partis à la source. L'accord qui est pris entre le gouvernement et les entrepreneurs était versement de 60% à la fin des travaux, versement du solde. Aujourd'hui, pourquoi tout est bloqué? Versement de quoi? 60% au début des travaux. Vous avez parlé de financement par les et puis par à la fin des travaux. À la fin des travaux, le solde. Aujourd'hui, vous dites 70%. Donc les 30%, le gouvernement reconnaît ne pas les avoir versés encore, parce qu'il attend la fin des travaux. Qu'est-ce qu'attendent les entrepreneurs pour terminer ces travaux? Les entrepreneurs sont totalement asphyxiés. Ils ont préfinancé. Mais il ne faut pas oublier, puisqu'il faut que nous soyons sincères aussi. Entre-temps, nous sommes entrés en discussion avec le Fonds monétaire international. Mais nous étions en discussion depuis longtemps. Il ne faut pas dire qu'un mois après l'arrivée du gouvernement ici de l'Assemblée nationale, et il faut mettre ici le crédit de ce gouvernement, la réussite des discussions avec le Fonds monétaire international. On avait commencé avec le ministre Yave, les ministres qui étaient là à l'époque, et d'autres qui sont venus, chacun à donner le meilleur de lui-même, y compris le ministre du gouvernement Ilunga. Et donc, il y avait des conditionnalités. Et quand M. Kamere travaillait sous le leadership du président Félix Tshisekedi, je ne pouvais pas faire 2 semaines sans faire le point avec les représentants résidents du Fonds monétaire international pour être sûr, pour démontrer qu'il est possible, tout en étant en programme avec le Fonds monétaire international, de privilégier le social. Puisque nous refusons, nous, le Félix Tshisekedi et moi, nous disons non. Si pour avoir un programme avec une institution financière internationale, il faut d'abord que les Congolais deviennent encore plus pauvres qu'avant, nous disons non. Voilà pourquoi je m'insurge contre cette gestion où on fait plus attention aux attentes de l'extérieur qu'aux attentes du peuple congolais. Oui, mais c'est peut-être l'inverse devait être justement les réflexes du ministre des Finances, du ministre de l'économie, du Premier ministre. C'est d'abord, oui, les conditions sont des conditions, nous les avons remplies, mais le FMI ne vient pas gérer à votre place. C'est nous qui gérons la République, c'est nous qui définissons nos priorités.
économique que nous avons accablé pendant longtemps tous de l'opposition comme de la majorité. Comment on peut prendre du pétrole à Mwanda dans les bas Congo, Congo central, et que les gens de Congo central se retrouvent dans la pauvreté? Comment on peut prendre du pétrole à Mwanda et que Mwanda se retrouve dans le noir? Et eux se proposent, après bousculade, de dire ok, nous amenons 180 millions de dollars américains pour construire un barrage à gaz qui va donner non seulement du courant totalement à Mwanda, Boma, Matadi, mais une partie de cette électricité va être transportée pour aller s'y plier au déficit au Katanga. Je reviens. Et donc ça, vous appelez ça marché de gré à gré. Je reviens, monsieur. Et il a Kamere, son argent, si vous le permettez. il vous l'apporte, il vous dit, je vais vous construire le barrage. Et nous allons dire, non monsieur, nous sommes dans les modalités pour faire aboutir ça. Le président Patrice Monsieur Kamere, je reviens si vous le permettez. Il a visité les installations de Perenco et il n'a pas été très tendre avec eux. Il a dit, même si vous allez construire le barrage, moi je ne suis pas encore convaincu que la manne pétrolière profite aux population du Congo central. Monsieur Kamere, je reviens, merci beaucoup pour toutes ces infos. Je reviens au programme des 100 jours avant de passer peut-être à la composition du cabinet du président de la République parce que ça fait partie de ce chapitre. Ça vous intéresse aussi? Oui, absolument. Très bien, allons-y. Voilà. Est-ce que vous voyez la souffrance de la population à Massina, des bonhommes, Mokali, à Pascal, ces gens qui souffrent à cause des embouteillages pour des travaux qui ne se font pas? Je vous entends parler avec une certaine, un certain relâchement, alors que les Congolais souffrent au quotidien. Les embouteillages ont accru à Kinshasa suite aux travaux des Kinshasa, suite aux travaux des sautes-moutons qui ne sont pas, suite aux travaux des sautes-moutons qui ne sont pas, suite aux travaux des sautes-moutons qui ne sont pas, suite aux travaux des sautes-moutons qui ne sont pas tout à travers le pays, la ville. Vous savez, messieurs les journalistes, quand vous posez une question, il faut faire aussi attention.
Ce que vous ne savez pas, c'est ceci. Je vais vous donner une information que vous n'avez pas. Et je serais content que vous invitiez à la fois les DG de l'Office de route et de l'OVD. Le béton pour les sautes-moutons, pour sécher, c'est 45 jours, monsieur. Même si vous voulez continuer les travaux, vous devez attendre. Il y a une date qu'ils ont donnée, je crois, autour du 5 février. Ils vont mettre la dernière rampe. Mais pourvu que les finances aussi suivent. C'est bien que vous posez ce genre de questions pour y répondre. Mais construire les sautes-moutons ne suffit pas. C'est comme ça que dans le cas du programme de 100 jours, nous avons prévu la commande de bus pour renforcer Transco qui vont venir. Parce que vous avez beau construire des routes, les gens de Massina marchent à pied même quand il n'y a pas d'embouteillage. Ce ne sont pas les gens qui marchent, les pauvres là qui marchent à pied, qui sont dans les embouteillages. C'est vous qui avez des voitures, nous qui avons des voitures, qui nous plaignons. Et nous voulons nous cacher derrière la population, dire oui, la population souffre des embouteillages. Non, c'est nous, les gens des voitures. Est-ce que vous avez déjà acheté des bus à la population pour dire qu'elle souffre d'embouteillage? Moi, je crois que c'est ce que vous allez me demander. Oui, que M. Kabere, qu'est-ce que vous attendez pour acheter des bus à la population, les trains urbains? Voilà ce qu'on attendait de vous. Je reviens à la composition du cabinet du président de la République et à tous les scandales qui ont caractérisé également l'an 1 du président, l'affaire 15 millions, la taille du cabinet du président de la République. Et oui, on en a beaucoup parlé aussi. M. Kamere, directeur de cabinet, qui s'est fait passer au rang de vice-premier ministre alors que le directeur de cabinet du précédent mandat ou du précédent avait rang de ministre d'État. Est-ce qu'on avait besoin d'un personnel aussi important qui va englober un budget aussi important pour accompagner le président de la République? Commençons par la fin. Monsieur Kamere qui s'est fait passer. Non, je ne me suis jamais fait passer au rang de vice-premier ministre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le président de la République qui a estimé, lui-même en âme et conscience. Je suis son partenaire, monsieur, tout en étant son directeur de cabinet. Nous avons signé l'accord de Nairobi avec le président. Je suis aussi partenaire de Joseph Kabila pour avoir accepté, Félix et moi, cette coalition. Le président Félix et moi, cette coalition. Donc, je suis un directeur de cabinet, mais un directeur de cabinet acteur de premier rang. Il faut faire attention avec ça. Et je serai même plus que ça. Puisque dans l'accord que nous avons signé à Nairobi, je devais être premier ministre. Et ça ne m'impressionne pas. J'ai été président de l'Assemblée nationale, c'est bien au-dessus de la primature. Donc, ce sont avec cette discussion. Ça dépend aussi de l'homme. C'est comme ça que les choses fonctionnent à travers le monde. Quand Mongolo Diak a accepté d'être gouverneur de la ville de Kinshasa, il a posé comme condition au maréchal Mobutu, je suis gouverneur d'accord, mais je dois être ministre d'État en même temps. Et pourquoi vous ne l'évoquez pas ce cas-là? Je ne suis pas Mongolo Diak, mais je suis Kamere. Monsieur Kamboudi a parlé de la composition de la présidence. La position, c'est-à-dire j'ai suivi et c'est maintenant après avoir vérifié que je pardonne à nos amis de la Radio France Internationale. Effectivement, dans la loi de finances, il s'est glissé une erreur monumentale où on a dit le cabinet des chefs de l'État a 54 conseils spéciaux. Soyons sérieux. Les 54 conseils spéciaux sont où? Ils se promènent où? Ils s'appellent comment? Les cabinets du chef de l'État, nous prenons tous les conseils spéciaux, ils ne sont pas plus de 8. Excepté les conseils spéciaux en matière de sécurité, qui est régi par une loi particulière. Nous prenons les autres conseillers spéciaux, auxquels on ajoute les chargés de mission, les ambassadeurs itinérants, ils ne sont pas plus de 15. Et donc, je ne sais pas où est-ce qu'on a été chercher le chiffre de 54. Ici, le problème, que ce soit la taille du cabinet du président de la République, que ce soit la taille du gouvernement, ce sont les conséquences de cette période que nous sommes en train de vivre en ce moment. Nous sommes dans une expérience inédite où le président de la République n'a pas la majorité au niveau de la Chambre, où pour la première fois nous avons un gouvernement de près de 70 membres du gouvernement. Pourquoi on n'a pas posé la question de la taille du gouvernement? On a beau dire et nous avons déployé tous les efforts, croyez-moi, pour bloquer le nombre de membres du gouvernement à 45, ça n'a pas marché. Oui, mais vous ne pouvez pas comparer le gouvernement et la présidence de la je n'ai pas le gouvernement, c'est une coalition, la présidence de la République, c'est vous tout seul. Je n'ai pas terminé. Et les chiffres, c'est que j'aime chez Top Congo, c'est que vous aidez l'invité à répondre à vos questions et vous tapez à côté. Donc, le président de la République n'est pas une coalition, mais c'est une alliance. Il y a l'INC et il y a l'UDPS. Nous ne pouvons pas
allez, nous accédons au pouvoir. Et puis bon, les gens qui ont donné leur sang, les gens qui se sont battus. L'Alliance bon, n'est pas au-dessus de la Constitution, M. Caméré. Tout comme la coalition. Vous parlez de vous, de votre rang, de l'Alliance. Laissez-moi terminer, mais est-ce que la coalition est au-dessus de la Constitution? La coalition est-elle au-dessus de la Constitution? Et je pose la question. Mais si pour avoir un climat apaisé et permettre aux institutions de fonctionner normalement, je crois qu'ici, c'est la fin qui justifie les moyens. Le peuple congolais a besoin de savoir réellement est-ce que nous donnons la chance à Félix Tshisekedi, qui incarne beaucoup d'espoir, de réaliser ce qu'il nous a promis. Mettons-nous à l'épreuve. Et je vous dis, pour terminer avec cette question de composition du gouvernement, vous pouvez avoir la présidence. Pour avoir la quantité, mais la qualité. Et je voudrais dire aussi, prenons le même cabinet, le nôtre, qui est élefantesque, comme vous l'avez dit, et je le reconnais. Et vous allez fouiller dans les différentes fiches de paye et des dépenses de la présidence, puisque nous venons de faire presque une année. Vous comparez les deux périodes comparables, les dépenses effectuées par la présidence en 2018 à 2019 et les dépenses sous Félix Tshisekedi en 2020. On parle de plus 231% de ce qui avait été prévu, plutôt que 73 millions. Les chiffres indiquent 170 millions. Oui, et la présidente était quoi? Nous sommes, messieurs, je vais vous dire une chose. Donc le budget, la loi des finances, aujourd'hui, la présidence de la République est en déficit par rapport au crédit qui devait lui être alloué. Et je suis mieux placé pour le dire. Alors continuez à croire à ce que vous croyez. Et quand on a prévu des dépenses, ce n'est pas que les dépenses là sont réalisées tout de suite. C'est au moment de la reddition des comptes qu'on saura ce qui a été fait. Puisqu'on peut dire, bon, Top Congo a été budgétisé pour 10 000 $. Mais à la fin de l'année, vous n'avez reçu aucun rond. Donc ici, nous sommes souciés d'abord du peuple, c'est lui. Et c'est comme ça qu'on a mis la gratuité. Ça, vous ne soulignez pas. C'était osé, il fallait faire la gratuité. Comme Kabila avait osé faire la décentralisation à l'époque, c'était une très bonne chose. Mais il fallait l'encadrer. Ça demande des moyens, tout comme la gratuité. Donc, encourager les gens qui viennent avec des réformes pour aller de l'avant. Et la réforme qui va suivre, ça sera la santé. Et ça sera la justice. J'espère qu'on aura le temps d'en parler. Eric Chikoumazumeko. Vital Caméré, tout à l'heure, vous dites que le budget de la présidence de la République est en déficit, mais pourquoi l'ODEP, récemment, dans son rapport, a fait une évaluation sur base des états de somme et des informations captées au niveau de la chaîne de la dépense, que entre février et septembre, la présidence de la République a connu un dépassement de 168%. Vous pouvez poser cette question à l'ODEP, puisque l'ODEP vous a dit aussi que la présidente de la République, dans les cas de 100 jours, avait dépensé plus de 1,5 milliard de dollars américains. Là, je viens de vous démontrer, papier à l'appui, que le budget total, s'il est de 492 100 614 dollars américains, vous allez dépenser 1,5 milliard. Et je vous ai dit que là-dedans, il y avait le port de Kalemi pour 70 millions de dollars. Et je viens de vous démontrer qu'il y a 180 millions de dollars que l'ODEP prétendait être un marché à gré, mais qui est au fait un engagement de Perenco pour construire un barrage. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais l'ODEP, par manque d'informations, d'après son rapport, j'invite... Vous savez, d'abord, c'est réintégrer de la loi. Est-ce que vous savez qu'en matière d'audit, parce que moi je suis un économiste et l'ami de l'ODEP est en train de me suivre, vous ne pouvez pas faire votre audit à l'insu du contrôlé. C'est-à-dire, vous voulez contrôler M. Caméré ou vous voulez avoir des informations sur lui, mais commencez d'abord par M. Caméré. Monsieur, pourquoi la présidence a dépensé autant d'argent? Et il se serait rendu vite compte, dit non, ces informations sont erronées, messieurs, voici les vraies informations. Ils indiquent dans le rapport qu'ils ont saisi la coordination qui s'occupe de programmes de sources. Mais puisque leur parole, c'est pas des gens branchés dans le notaire. Mais moi, je viens de vous donner des chiffres à l'appui qu'ils ont menti. S'ils évoquent le projet, notamment la construction du palais présidentiel, qui va coûter environ 200 millions de dollars. Qui vous a dit ça? C'est inscrit toujours encore le Justement.
Mais c'est incroyable. Ce n'était pas prévu dans le programme. Attendez, je vais vous donner les chiffres et vous allez être étonnés. Palais présidentiel. Voilà. Pas palais présidentiel seulement. Ouais, tous les sites de Mongaliema, ça fait 54 hectares. Vous ne le savez pas. Tous les sites de Mongaliema, 54 hectares. C'est les capitales de certains pays dans les îles. Tous les sites de Mongaliema, c'est 13 km de route là, à l'intérieur des sites de Mongaliema. Ça, vous ne le savez pas. Tous les sites de Mongaliema, c'est plus de 1000 maisons qui sont là-dedans. Ça, vous ne le savez pas non plus. C'est des écoles dans les sites de Mongaliema. Et voilà, les marchés. Vous pouvez appeler M. Wilingo Post, il est en Suède à l'étranger. Le Premier ministre peut venir confirmer ça ici. Nous avons bien fait les choses. Ces marchés-là, pas pour le palais présidentiel, pour l'ensemble du site, c'est 67 millions de dollars américains. 1 kilomètre de route asphaltée coûte combien? Comme ça, vous pouvez commencer à faire des déductions. 1 million de dollars, ça dépend des standards. Commencez maintenant des déductions. Et là, vous allez voir les maisons et tout ce qu'on doit réhabiliter, y compris le parc d'attractions qu'il a, c'est 54 hectares. Alors quand vous me parlez, quand l'ODEP vous dit 200 millions, et moi je vous dis près de 70 millions, et vous pouvez avoir accès à ces documents, et c'est la société Malta Forest qui le fait. Vous pouvez aller voir la société Malta Forest. Donc je suis en train d'apprendre des choses, et c'est bien que vous ayez posé cette question, puis si vous ne l'avez pas posée, les Congolais allaient croire que c'est vrai. Et le président même dit, ce n'est pas une priorité. Commencez par le palais qui va coûter moins cher, moins de 10 millions de dollars. Et lui, il n'est pas allé trop loin. Il a choisi, pour minimiser les coûts, l'ancienne maison de Kassavoub qui était complètement détruite. Lui, Christian, a déjà visité ces bâtiments-là. Et j'invite déjà de Top Congo. Je crois que la meilleure façon de faire, c'est une visite guidée. Avec vous, nous irons sur le site de Mongaliema et vous allez voir, non seulement, je termine, non seulement, Eric, non seulement, on est en train d'habiter les palais présidentiels, mais moi je vous parle, 300 maisons sont déjà sur ce site-là. N'était les difficultés que connaît aujourd'hui la trésorerie de la République, la voirie allait déjà faire les aménagements internes. C'est 300 maisons pour les militaires modernes. Hein, et on va atteindre 1000 maisons dans les Kanchati. C'est un grand complexe construit et moderne, éclairé avec des laptops, avec tout ce qu'il faut pour les enfants. C'est un grand hôpital de référence qui vient d'être terminé au Kanchati. Tout ça en ce moment, quand même. À quand le décaissement du solde de la facture de programme de 100 jours? 177 millions, d'après le pourcentage que vous avez donné, oui. Ça signifie qu'environ 314 millions de dollars ont déjà été payés. Nous avons discuté avec le Premier ministre, nous avons discuté avec le ministre des Finances, nous allons faire une réunion qu'on appelle réunion de programmation. Puisque là, il y a le principe de l'unicité de la caisse de l'État. C'est-à-dire que ce soit les malades, que ce soit les routes, que ce soit les dépenses de l'armée, que ce soit les salaires, c'est cette caisse-là de l'État qui supporte tout ça. À un moment donné, il y a asphyxie. Et donc, il faut une démarche rationnelle. On ne peut pas prendre tout l'argent parce que nous voulons que les œuvres du président rayonnent très vite, qu'on prenne tout l'argent, on ne paye pas les enseignants, on affecte aux routes. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. Nous allons définir la quotité qui va revenir au salaire et la quotité qui va revenir aux investissements. Et c'est pour la première fois dans ce pays que les taux de réalisation des dépenses dépasse le taux d'exécution. Non, oui, d'abord mais le taux des dépenses d'investissement a atteint plus de 30% dans la période où nous étions avec le ministre FCC. Et le Fonds monétaire international l'avait souligné. Les satisfaits du Fonds monétaire international, vous n'avez pas dit qu'ils sont en train de mentir, ils ont dit qu'ils vont appuyer le programme intérimaire de 100 jours du président de la République. Si c'était un monstre, comme le disent si bien les amis de l'ODEP, alors le Fonds monétaire s'est trompé, il a tapé à côté. Donc nous ne sommes pas prétentieux, nous sommes modestes, parce que nous considérons que nous avons trouvé une situation tellement difficile sur le plan sécuritaire, difficile sur le plan social, qu'aujourd'hui, après quelques mois, dit nous avons résolu le problème de tous les Congolais. C'est un gros mensonge. Le Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, lui est partisan de la vérité. Et cette année 2020, c'est l'année de l'action. Nous ne ferons plus de promesses. Nous viendrons. Vous en avez fait tellement que oui, mais là, le peuple nous avons commencé à se fatiguer. Attendez. De n'être nourri que de promesses. Eric, vous venez de dire vous-même
le taux de réalisation de 100 jours. C'était des promesses pour chercher le papier. Maintenant, nous allons donner l'impulsion pour que chaque fois quand ça se termine, on va seulement inaugurer. Et je vous dis, au moment où nous vous parlons, si le président doit se déployer partout pour inaugurer, il va se fatiguer. Donc nous allons montrer, chaque fois nous disons nous avons fait. On va bannir dans notre vocabulaire cette histoire, nous ferons, non. Nous avons fait. Ça sera comme ça. C'est ça l'année de l'action. Mais alors, quelle est la position du président de la République et la vôtre personnellement lorsque vous voyez le pouvoir d'achat du peuple congolais s'est dégradé d'une année à une autre? Il y a une année, le dollar était à 1620, 1630. Aujourd'hui, on est à 1700. Non, c'était exactement 16,6. Aujourd'hui, on est à 1,7. 7,3, 7,4, ça dépend. Oui. C'est ça. Le pouvoir d'achat a fortement baissé. Quelle est la position du chef de l'État? Relativisons les choses. Disons. Le pouvoir d'achat de la population, on met en adéquation deux choses. C'est qu'il touche comme salaire et les biens dont il a besoin pour satisfaire la ses dépréciation, besoins. La dépréciation ronge son pouvoir d'achat. Est-ce que vous pouvez me laisser répondre? Je vous en prie. Répondez à ma place. On met en adéquation deux facteurs. C'est-à-dire, ce qu'il touche, les biens dont il a besoin, et c'est le prix de ces biens sur le marché. L'évolution de ces prix sur le marché, si ça va en haut, ça s'appelle l'inflation. C'est ce qui s'observe depuis septembre dernier. J'ai l'impression que Top Congo a des spécialistes dans tous les domaines. Donc c'est moi qui suis en train de répondre. Vous savez qu'on fixe toujours les seuils qu'il ne faut pas dépasser. Dans le cas du programme avec le Fonds monétaire international et au niveau de la sous-région, il ne fallait pas dépasser le 7,7. Et nous sommes à 4,6. Nous sommes dans le bon, mais nous ne devons pas nous en féliciter. On ne peut pas construire autant d'ouvrages publics. On ne peut pas lancer la gratuité et ne pas subir un petit choc au niveau monétaire. Autrefois, c'était du simple au double. Reconnaissez quand même qu'il y a eu un encadrement de dépenses. Et aujourd'hui, est-ce que vous savez les dépenses qui sont faites pour que le président qui a l'obsession de ramener la paix dans le Grand Nord, à Beni, Butembo et partout là-bas, les dépenses qui sont faites? Vous vous demandez, tous ces véhicules blindés, on les achète avec quoi? Toutes ces armes sophistiquées que nous ne voulons pas exposer au public. Aujourd'hui, nous avons des armes, des tireurs de nuit. Mais quand on prend des villages comme ça, ce n'est pas par hasard. Donc, ce sont des dépenses qui sont faites dans le but de soulager notre peuple qui souffre à Beni, Butembo. Et si ça peut amener une petite inflation par rapport à la paix et à des vies humaines à préserver, ça vaut la peine. Monsieur Eric. 2020, année de l'action, parlons de l'économie nationale. La RDC est en programme, le gouvernement est en programme de référence avec le FMI. Il y a des repères quantitatifs et structurels à respecter pour pouvoir avancer dans la négociation pour un programme économique à moyen terme. Quelle est la place de la restauration de la discipline budgétaire dans la gestion de l'exécutif national? Et vous avez reçu en même temps quelques propositions des ambassadeurs accrédités ici en République démocratique du Congo en ce qui concerne le climat des affaires. Comment allez-vous, les propositions pour l'amélioration du climat des affaires ici en RDC? Il fallait qu'on attende ça des ambassadeurs, c'est ça? Ils vous ont rencontré, ils ont rencontré le chef de l'État, il leur a... Oui, ce sont des propositions. Mais le chef de l'État avait déjà... Que faites-vous? Le chef de l'État avait déjà sa vision. Faire? Il vous a parlé de la création de l'Agence nationale du climat des affaires. Qu'est-ce qui est fait c'est déjà fait. Beaucoup de choses sont faites. Nous sommes en train de diminuer et de supprimer toutes les poches de tracasserie. Nous avons été à Lubumbashi. À Kassoubale, ça c'était plus d'une centaine de services. Le président les a ramenés à 4. Et je ne dois pas dire que ça a été respecté à 100%. Mais au moins l'effort est fait. Et on est en train de faire ça partout. Ici, nous avons, quand nous disons que nous devons cesser avec des contrôles intempestifs. On dit, M. Kamere est en train de faire obstruction au travail de l'inspection générale des finances. Les contrôles réguliers. Le premier contrôle qui s'est fait, c'est les régies financières qui disent non, monsieur l'opérateur économique, votre chiffre d'affaires que vous avez déclaré, il est faux.
et on fait ce qu'on appelle le redressement fiscal. Le contrôle de second degré, c'est l'inspection générale des finances. C'est un contrôle supérieur. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Quand les vérificateurs des impôts sont sur le terrain, avoir soupçonné par exemple une brasserie ou un opérateur économique d'avoir faussé les chiffres pour que l'État gagne par exemple 100 milliards de francs congolais, et voilà, cet opérateur économique risé, il va s'arranger pour obtenir un contrôle supérieur qui anéantit tout de suite, puisqu'à partir du moment où l'inspection des finances arrive, les vérificateurs des impôts doivent partir. C'est débarrassé. Et à la fin, on trouve des chiffres du genre, ah tiens, les présomptions qui étaient situées autour de 100 milliards de francs congolais sont ramenées miraculeusement à 10 milliards de francs congolais. L'État perd l'argent. C'est comme ça, ma position a toujours été que l'inspection générale des finances était un outil à la disposition du gouvernement. C'est le gouvernement qui doit actionner l'inspection des finances pour quand il veut et quand il estime nécessaire pour qu'il n'y ait pas de confusion sur le terrain. On a ramené l'inspection des finances au niveau de la présidence, on a laissé les autres régimes financiers là où ils sont, donc nous pouvons envoyer l'inspection des finances quand nous voulons, mais en même temps on va trouver des missions de contrôle au même moment. La justice de son côté envoie des inspecteurs judiciaires pour contrôler les opérateurs économiques. L'ANR le faisait, et l'armée, la police, le gouvernorat, d'autres. Mais quel est cet opérateur économique qui va accepter de travailler dans un tel climat? Ça ne va pas. Élisée Audiard, Congo Web Télévision. Tout au début de cette émission, vous avez vanté les mérites de la coalition avec le FCC pendant l'accession du président à la magistrature suprême. Pourquoi avez-vous opté pour la coalition par la suite? Oui, nous avons opté pour la coalition parce que nous aimons le Congo d'abord. Et pourtant la cohabitation, ça marchait bien. La cohabitation, non, madame. Mais vous venez de le dire tout à l'heure qu'avec 100% FCC, il y a beaucoup de projets qui ont bien marché. Je l'ai dit avec étonnement. J'étais étonné de voir que pendant la coalition, les choses ont évolué beaucoup plus qu'elles l'ont été pendant la cohabitation, pendant la coalition. C'est ce que j'ai dit. La cohabitation est bien plus compliquée. Même dans les pays à vieille démocratie, on n'avait qu'à voir quand vous avez Jospin, vous avez les Balladur et tout ça, on a connu Chirac. C'était pas facile. Mais si la cohabitation vous a permis d'atteindre certains objectifs aujourd'hui, est-ce qu'il y a moyen de faire un rétropédalage? Non, on ne peut pas le faire. Puis c'était une cohabitation de fait. Pourquoi? Il y avait des ministres qui n'étaient pas ici de l'Assemblée nationale, qui n'étaient pas ici de l'Assemblée nationale. On était dans une sorte de transition pour attendre que les députés qui ont été élus puissent élire leur bureau et adopter le programme du Premier ministre pour que l'on forme finalement le gouvernement. Mais à tout point de vue, la coalition c'est une bonne chose puisque vous parlez, vous avez le sentiment d'appartenir à une même famille, mais qui est au fait bipolaire. Mais au moins vous avez des passerelles de communication. Donc je peux parler au Premier ministre Ilunga Ilunkamba comme à un ancien professeur qui m'a donné cours. Je peux parler au ministre des Finances Sele comme à un ancien étudiant à qui j'ai donné cours aussi à mon tour. Et il peut vous parler comme le directeur de cabinet que vous êtes, un administratif. Absolument. Comme son grand frère, il m'appelle toujours. Un administratif qui n'est pas administratif. Il n'est pas administratif. Moi je suis administratif. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Et pourquoi je signe le contre-essai des ordonnances présidentielles? Vous n'avez pas fait attention à ça. Certains estiment que vous outrepassez aussi vos droits, vos prérogatives. Non, ce sont peut-être mes prédécesseurs qui ne connaissaient pas leurs droits. Quand vous répliquez, quand un directeur de cabinet réplique à la présidence de l'Assemblée nationale, on se dit, je vais poser la question qui a outrepassé les droits? Si vous avez connu Nimi Maïdika Ngimbi. Vous êtes dans cette lignée-là. Moi j'adore. Répliquer. Est-ce que vous avez connu un certain Voudoua Tepemako? Cette fonction, il faut la valoriser. Directeur du cabinet chef de l'État, ce n'est pas une petite fonction, c'est une grande fonction. Moi, je suis de la trempe de ces gens-là, qui ne peuvent pas laisser passer du désordre. Nimi Maïdika Ngimbi, quand il prenait la parole, il recadrait tout le monde. Même la deuxième institution du pays. Absolument, quand ça ne va pas, quand vous dérapez. Ça cadre avec vos attributions. Les attributions du président, parce que j'en suis gardien. Mais déjà qu'il y a même les pas présidents une loi sur les attributions. Ça fait 5 mois que le gouvernement est là, j'ai vérifié, 5 mois, toujours Madame pas d'ordonnance portant fonctionnement et modalités de collaboration avec le gouvernement, toujours pas d'ordonnance, qui sont des attributions. Oui, mais cette ordonnance vous parlez de quelles attributions? Ces ordonnances-là, pour votre information, je voudrais
profiter de votre question pour que tous les publics en soient informés. Ça a été discuté en Conseil des ministres. Hier. Pas hier, comme hier. Bon. Il y a pris 4 conseils des ministres, ces ordonnances. Ne vous en faites pas, ce n'est pas une chose facile. Puisque nous sommes dans une expérience inédite, madame. Quand les ministères, prenons un ministère, nous avions, avant nous avions le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et consorts. Maintenant, nous avons un ministère à part entière dédié à la formation professionnelle. Et vous pensez que les ministres qui restent avec le PSP, puisqu'on a ajouté technique, et celui qui a la formation professionnelle vont comprendre facilement la ligne de démarcation se trouve à quel niveau. Ils sont intelligents quand même. Mais laissez-moi, on n'a pas dit qu'ils sont bêtes. Mais nous disons, en dialoguant, en discutant, on est en train d'arrondir les angles. Mais on a terminé. Il faut combien de temps pour ça? Parce que ça J'aime bien Top Congo. Vous ne me laissez pas. Je trouve que les journalistes sont pris. Mais oui, quand vous 80% du temps. Vous ne laissez pas. Mais puisque je suis en train de vous répondre, vous avez pris plus de temps que moi. Et je vais me plaindre à la fin de l'émission. Ça, je vous promets. Donc, je dis ceci. Ces ordonnances ne sont plus au niveau du gouvernement. Finalement, tous les membres du gouvernement ont dit nous sommes juges et partis. Nous responsabilisons l'autorité suprême, le président de la République. Et le président, lui qui est gentleman, a dit bon, je vais consulter le Premier ministre et puis on va rendre ces ordonnances publiques. D'autorité, on va décider maintenant. C'est pas une priorité, ça presse pas, il faut attendre. Le gouvernement fonctionne, c'est une priorité, mais pas plus que ramener la sécurité à Beni Boutembo. Donc on est là, on est d'accord, pas encore d'attribution, mais 12 caméras. Les attributions sont là, puisque celles qui sont là ne sont pas encore abrogées. Sur base de quoi? Pas d'acte, pas d'ordonnance. Des attributions tacites ou existantes déjà? Mais vous avez lu l'ordonnance qui m'a nommé? Elle fait allusion à l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République signé par le président Joseph Kabila, la contrôle de l'État. Donc les attributions sont là. Tant qu'elles ne sont pas abrogées, je les exerce et avec force. Mais je crois que par exemple, vous avez cité Nimi, certains vous voyez sur les traces de Néhémie parce qu'il se comportait aussi, selon certains comme vous, des directeurs de cabinet très en vue qui parfois veulent prendre la place de certaines institutions. Non, moi je ne me comporte pas comme ça. Je ne vais pas prendre la place de certaines institutions. Je mais veille. Répliquer à mais madame, est-ce que vous pouvez me laisser terminer ne fût-ce qu'une phrase? Une phrase. Je vous laisse. Moi, je vous ai dit que je suis le gardien des prérogatives du président de la République. Ce n'est pas Kamere qui agit à ce moment-là. Quand je sens qu'il y a une institution ou une personne qui outrepasse ses attributions et veut grignoter si les attributions qui reviennent exclusivement au président de la République, il est de mon devoir de les recadrer. Et ce n'est pas le président de la République qui écrit au ministre pour votre information, ni au Premier ministre, ni au président des institutions. C'est le directeur du cabinet de l'État au nom du président de la République qui le fait. Et j'en abuse pas. Et ils savent tous que je suis poli. Donc, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est de savoir est-ce que chacun de nous peut être comme Caméré, remplir complètement et avec force ses attributions, et les choses vont se porter très bien. Tout à l'heure, lors de certains... Vous voulez les hommes faibles ou forts? Certaines sorties médiatiques du président de la République, mais également du directeur du cabinet du président de la République, laissaient présager... Une seule fois, voilà, hier. Laisser présager... J'ai fait une année sans sortie médiatique. Là, il le fait régulièrement. Laisser présager quand même une sorte de crise. Alors, la question que certains veulent se savoir, aujourd'hui, au niveau du cash, vous sentez-vous prêt, proche du FCC ou de l'AMUCA? On ne peut pas être proche du FCC, on est à côté. Par rapport aux on est côte à côte. Nous sommes des familles. Par rapport à la vision, parce que le chef de l'État n'a cessé de dire que si quelqu'un bloque. Vous avez posé des questions, vous-même vous y répondez. Nous ne sommes pas proches, nous sommes côte à côte, nous sommes comme des voisins. Vous comprenez ça? Et qui ont décidé de dire, bon, écoutez, malgré nous, parce que vous avez gagné au niveau de la présidence de la République, nous avons gagné au niveau de l'Assemblée nationale. La vision du président de la République, c'est de cette vision dont on tire le programme du gouvernement. Nous prenons tous l'engagement d'appliquer ce programme qui reflète la vision du président de la République. À l'heure où vont les choses, est-ce qu'on peut envisager un renforcement de votre rapprochement avec le FCC ou avec l'autre camp? À l'allure où vont les choses, je vais dire d'abord, nous sommes, nous, au pouvoir.
nous allons renforcer le pouvoir. Tous ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire, nous allons renforcer le pouvoir. Mais en même temps, nous allons faire que ce que Félix Tshisekedi a commencé, c'est-à-dire la libération des prisonniers politiques d'opinion, la liberté d'expression, que l'opposition se renforce. Il est temps que l'on puisse désigner le porte-parole de l'opposition. Vous oubliez que c'est une institution, c'est un cabinet qu'on appelle, disons, en Grande-Bretagne, cabinet fantôme, et avec un budget qui est prévu au budget de l'État. C'est-à-dire les jours où l'opposition va désigner son porte-parole, ce monsieur aura rang de ministre d'État. Et donc vous auriez voulu que les porte-parole de l'opposition ait rang de ministre d'État et que le directeur de cabinet de l'État soit à quel niveau? Parce qu'apparemment ça vous a dérangé au début là. Mais du tout. Je n'ai même pas abordé la question. Voilà. On ne connaît pas le prérogative, mais je veux revenir. Je vous donne l'information. Je vous donne l'information pour vous dire que le monsieur qui sera désigné aura rang de ministre d'État. KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond.Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité.